Alors on commence peut-être aussi cette table ronde parce qu'on a des petites questions suite à vos présentations respectives. Alors, je me tourne vers Mickaël qui a ouvert avec la keynote tout à l'heure. On parlait de cet objet automobile. Finalement, le business model est en train un petit peu d'évoluer. Quel a été le point de départ de cette présentation qu'on a vu tout à l'heure, faire le parallèle entre le smartphone et la voiture? Côté positif finalement, c'est ça un petit peu l'idée? Le point de départ, c'est très intéressant. Le point de départ n'est pas du tout le business model. Le point de départ était cette analyse que toutes les jeunes startups qu'on a vues qui sont présentées aujourd'hui, ce côté revenir à la simplicité, et puis on est en train d'en parler il y a quelques secondes, une efficacité directe du couteau qui coupe. On coupe sa viande, le couteau coupe, on a tout de suite une sorte de satisfaction à l'usage. Donc on a travaillé ça dans le cadre avec beaucoup de personnes qui venaient des sciences humaines et des artistes. Et pour le compte de Volkswagen, il y a 20 ans de ça, enfin 2004, ouais. Quasiment. Et on a travaillé ça, et à la fin, on dit c'est évident, il faut faire des choses simples. Si on veut être écologique, si on veut pouvoir baisser les coûts, les prix, laisser de la place aux gens, comme tout à l'heure nous présentait Andreas. Et on arrive à cette discussion de dire après, il faut la vendre, la voiture, puisqu'on était encore à cette histoire de vendre des voitures. On dit si on enlève tout ce plastique qui apporte une certaine désirabilité, mais ce qui est en dessous peut l'être aussi, comme peut l'être la Tour Eiffel, ou qui montre ses entrailles, si on comprend comment c'est fait. J'avais discuté une fois, pour revenir un peu sur le train, avec un fils de cheminot, enfin de mon âge, mais son père était cheminot et tout ça. Il disait, avant, mon père, il venait, il me montrait, quand on était dans les stations, dans les gares, il me montrait comment on appelle ça, les bogies, les suspensions, comment c'est fait. On voit, aujourd'hui, on ne voit rien dans une automobile. Tout est recouvert d'un message sur une désirabilité qui, au fur et à mesure du temps, ne représente rien, n'a plus aucun sens, et donc est obligé d'être menti et inventé. Et je vous ai dit tout à l'heure, à coût de 1 500 € par voiture vendue, pour dire que des phares carrés, cette année, ça sera plus intéressant. Bref. Donc si on revient au point de départ de cette idée de dire pourquoi on n'a rien de simple. On parlait il y a une seconde de moto. On voit bien la moto, c'est simple. Il y a le châssis, la chaîne, la boîte de vitesse, le guidon. Bon, tout est clair. Pourquoi on n'a pas de voiture comme ça aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça entraînerait en termes de prix, de coût? Et on a trouvé ça, Et est-ce que les gens trouveraient ça pauvre? Ce que nous disaient les constructeurs automobiles, les patrons, c'est de dire, oui, mais regarde, si tu arrives à faire une voiture vide, une mini Jeep, même sexy parce que dessinée par Eiffel, comment tu veux te comparer à une Golf d'occasion au même prix, qui aura les vitres électriques et du plastique bien dessiné et tout ça? Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, c'est une évidence pour tout le monde, de bon sens, mais c'est pas vendable. La laideur se vend mal, ce qui était une grosse connerie de la part de Raymond Loewy, qui était un gros con. Il faut lire sa biographie, pour ceux qui arrivent à dépasser la 10e page, bravo. Son autobiographie, où c'est une glorification de toutes les 2 lignes. Il faut trouver un intérêt aux constructeurs automobiles. Est-ce qu'il y aurait un intérêt financier pour les constructeurs automobiles de faire des choses écologiques, simples, de bon sens? Et est-ce que les gens s'y retrouveraient dedans, comme ils s'y retrouvent en mettant des applications dans leur smartphone pour leur propre usage? Et c'est l'étude qui est venue après tout seul en 2008, un an de connexion des chiffres, pour dire, oui, ça marche. Non seulement ça marche, mais ça rend la voiture quasiment gratuite. On peut le dire comme ça. Et tout à fait sustainable, durable. On n'a plus besoin d'en changer, puisque c'est l'usage qui rapporte l'argent. Bon, après, c'était une sorte de spirale dans le bon sens, comme on dit, un snowball effect
un effet boule de neige dans la bonne direction. Et comme on voit que ça fait plus de 10 ans que ça tourne, et qu'on le challenge avec les nouvelles idées, les nouveaux usages, il n'y avait même pas d'iPhone à cette époque-là. On avait, c'était la sortie, il était sorti en 2009, je crois, le premier. Donc bon, voilà. Donc comment c'est né? Il y a une évidence de simplicité une fois qu'on réfléchit, ou même instinctive, de toutes ces jeunes qui bossent en ce moment. Mais il faut trouver une raison pour que quelqu'un le développe. Et c'est ça, c'est ça. Alors moi, je vais rebondir avec Andreas, parce que la simplicité, c'est important. C'est justement ce que Forvia met en place. Est-ce qu'on a un business model là-dessus, sur cette sustainability, le fait de easy is better? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... Oui. Oui. Ok. En version courte, oui. Allons-y. En version un petit peu plus longue, on voit déjà. Aujourd'hui, Dacia, et c'est pas le seul, offre la voiture qui n'a plus de système de ce qu'on appelle infotainment, où je mets justement mon smartphone et je le clip dedans et ça marche super bien. Et je ne dois pas changer ce que j'ai sur mon téléphone portable au niveau interface et tout ça. Et je ne dois pas acheter une fois un smartphone et une fois la même intelligence dans un véhicule. Et les gens l'acceptent. Ça, c'est des petits exemples où ça marche sans avoir dit adieu aux produits automobiles, parce que ça reste une voiture. Mais ça reste une voiture qui a déjà cassé pas mal de code. Et ça marche très très bien. Et si on prend ces petits exemples, si on ne pense pas de tout de suite devoir faire la révolution complète d'un seul coup, why not? On peut le faire, mais ça ne sera pas tout de suite les grands volumes. Il faut peut-être aussi oser, je pensais à ce que tu as essayé de dire aussi dans ta présentation, de casser un petit peu les frontières entre les typologies de produits. Aujourd'hui, il y a un produit qui s'appelle voiture, automobile. Il y a un autre qui s'appelle moto ou transport public. Et tout ça, ça devient beaucoup plus flou. Et si on permet que ça devienne plus flou et on ne compare pas ce que je vais faire dans le futur, il ne faut pas que je le compare avec la voiture de hier. C'est un autre produit qui s'appelle peut-être différemment. Ça me permet d'aller un petit peu au-delà. Donc oui, on peut. Et les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, peut-être c'était assez conservateur dans l'approche, parce que c'est plutôt une approche Kaizen, step by step. On reste quand même très fortement ancré dans les codes de l'automobile, mais il y a vraiment des choses à faire déjà. Et les gens l'acceptent. Ils ont accepté la même chose sur beaucoup d'autres produits. Donc ça marche sur la nourriture, on voit ça sur les marchés en ville. Donc pourquoi pas pour la voiture? C'est les mêmes consommateurs. On reste sur un produit qu'on connaît finalement. Parce qu'on avait Pop-Up Next il y a quelques années de cela dans X-Mobility. C'était encore un concept un peu différent où on mettait chaque bloc sur différentes portions finalement. Ça pouvait être un bateau, ça pouvait être une voiture, ça pouvait voler. Est-ce que le fait de rester dans cet outil voiture finalement n'est pas un peu limitant? Alors c'est peut-être Guillaume qui peut nous répondre, mais est-ce que finalement il ne faut pas sortir des codes, le no-code justement qu'on a évoqué tout à l'heure avec le studio? Peut-être ça finalement qui peut permettre d'aller plus loin, non? Ce qui est sûr, c'est que parler de l'usage, penser à l'usage, permet de déclencher des innovations technologiques. Enfin, on a vu l'exemple sur la climatisation, qui est quand même une grosse boîte noire dans une autre boîte noire, dans une boîte noire. En pensant à l'usage, en disant oui, mais cette place, pourquoi elle est réservée à cet objet-là? Pourquoi elle est mieux pour mettre son sac, elle est mieux pour passer, etc. Ça permet de venir challenger tout un produit et donc l'existant, en fait, un peu, comment on dirait, cette legacy, voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, en réfléchissant à l'usage ou au business model. Enfin, c'est des points d'entrée qui sont de toute façon connexes. Et il faut challenger l'objet tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour faire avancer, sûrement step by step, parce que les grands sauts sont compliqués, mais pour moi c'est important de réfléchir comme ça. Alors justement, c'était peut-être le point de départ de ce qu'on a évoqué sur le train. Comment est-ce qu'en 2030, on va avoir la locomotive? Comment est-ce qu'on l'aborde? Finalement, c'était ça aussi le point de départ, d'essayer de sortir un petit peu du cadre traditionnel pour se challenger, mais petit à petit finalement. Est-ce que le design, ça permet justement de sortir du cadre que l'on connaît habituellement? Oui, bien sûr. Moi, je voulais revenir plutôt sur la notion de désirabilité qui était intéressante en fait, où on l'oppose un peu à la simplification.
mais en fait, je ne pense pas qu'elle soit opposable et qu'elle soit opposée. C'est qu'on peut générer de la désirabilité avec des choses très simples, très épurées, à partir du moment où on parle aux valeurs, à ce qui touche les gens. Mais par contre, si on a une attitude un petit peu hautaine en disant moi, il faut faire un truc simple, je le propose au client, il est trop bête pour l'acheter, il veut pas l'acheter, c'est une failure, un désastre complet parce qu'il n'y a pas trouvé de clients, les clients sont idiots, ça va pas marcher, ça marchera pas. Donc si on veut changer les choses, il faut qu'il y ait de la désirabilité, que ça soit dans la simplification, que ça soit dans... Si on a envie de faire bouger les choses, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et aussi, il faut accepter, je pense, ce que les gens, en fait, parfois, ils veulent aussi de la valorisation, même du statut social. Alors, on en fait un gros mot et tout ça, mais ça reste... voilà, si les clients souhaitent ça, tu parlais de la Cayenne tout à l'heure, tu l'as pris en exemple, c'est aussi de la valorisation sociale. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement et qu'il faut glorifier ça, mais il faut l'accepter et l'accompagner pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec ce projet de train. C'est tout à fait vrai, mais on peut aussi trouver la désirabilité dans le sens ou dans la frime ou dans le, comme pour pas dire le statut social, mais j'ai déjà fait. Mais si on le cherche sur des valeurs immatérielles, ça sera beaucoup plus écologique et économiquement viable que si on le cherche dans du produit, dans des matériaux, dans des choses. Après, c'est très important que les matériaux viennent après. Une fois qu'on a la vision, qu'on a un truc. Mais si on laisse quelque chose de simple, de bon sens, évidemment de bon sens, on voit comment... là, ça devient beaucoup plus... on arrive à atteindre des objectifs écologiques et des choses. Porsche, ils peuvent très bien frimer avec la voiture de James Dean, s'il la remettait aujourd'hui, ou Volkswagen avec la GTI 1, avec ce tissu en tartan et tout ça. Et en se rapprochant de valeurs historiques, comme vous le travaillez avec Pigment ou sur les valeurs de marque ou des choses comme ça, valoriser ces choses qui sont du souvenir, de l'histoire, de la frime, du voyage. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne coûtent rien écologiquement, qui simplifient le produit en termes de prix et de masse et donc de choses, plutôt que les merdouilles qui sont dehors, qui n'ont aucun sens, qui sont recouvertes de lignes, de styles. C'est pas toi qui les as dessinés, pas celle-là. T'en as décidé des plus belles. Un incident là. Non, au contraire, on se connaît depuis 30 ans presque. Mais là, il n'y a plus aucun sens. Il y a une sorte de dévoiement de la désirabilité qui ne l'est pas. Donc il faut la maquiller comme une voiture volée, on dit. Mais en fait, on est en train peut-être de faire aussi un retour par rapport à ce qu'on connaissait avant, parce que là, on est allés tous dans une dynamique où tout le monde devait avoir la même voiture avec le même design. Maintenant, c'est plutôt l'inverse, où chacun veut personnaliser, comme on le disait sur le smartphone, justement. C'est un pas en arrière de la part des designers. Comment on explique ça? Les deux choses en parallèle. Je peux aujourd'hui, justement, dans la dématérialisation, ça a déjà lieu. Je ne suis pas obligé de m'acheter une voiture un petit peu extrême, Porsche ou d'autres, pour l'avoir. Je peux aujourd'hui ne pas être propriétaire d'une voiture et une fois le week-end, je suis avec toute une famille, beaucoup de copains, j'ai besoin de quelque chose qui a 9 sièges. Et le week-end d'après, je suis seul ou je suis juste avec une autre personne et je prends la Porsche. Et c'était des modèles de location, des façons différentes de avoir exactement cette même fierté qui vient de la désirabilité du produit sans nécessairement être anti-écologique. Parce que si je ne dois pas l'acheter et le mettre dans un garage pendant 360 jours par an, ça reste assez écologique, même une Porsche. Donc il y a plein de modèles qui permettent d'obtenir cette désirabilité tout en respectant l'environnement. Bien sûr, cette direction de conscience environnementale et sociétale, c'est une vague qui emporte tout et qui permet à tous les nouveaux acteurs de la mobilité de se positionner. Et c'est bien. Nous, on est plutôt là pour essayer d'en faire des succès, de donner des pistes pour en faire des succès.
Alors on le disait, c'est l'humain qui est mis au centre finalement de nos projets, des projets qui existent maintenant. Qu'est-ce qui explique qu'on revienne finalement un petit peu à ce qui était fait avant? Alors je parle de la voiture parce qu'avant on avait des voitures légères, on avait des voitures où il y avait peu de choses, mais qui n'étaient pas sexy. Maintenant on voudrait que les voitures, alors je pense à Forvia, mais des voitures soient justement peu équipées, mais bien équipées. C'est un peu ça l'idée? Je pense qu'il faut qu'elle... Enfin, c'est pas une question de quantité, ou c'est vraiment une question d'adaptation à la personne, au groupe de personnes qui va l'utiliser, à la situation, au contexte. Et on peut pas... C'est intéressant d'imaginer une base commune et d'avoir un panel de technologies, un panel de produits ou de sous-produits qui vont permettre d'imaginer l'adaptation et l'adéquation de l'ensemble à l'usage aux gens. Et je pense que c'est ça qui doit faire, qui est en train de changer aujourd'hui, et parce qu'on a des savoir-faire qui permettent de le faire maintenant. Peut-être qu'on arrive dans un moment où il y a plus de techno qui permettent d'aller dans cette modularité. Et l'apport du digital, comme Michael nous expliquait tout à l'heure, on a une base commune, le téléphone, mais chaque téléphone est identique visuellement, mais est différent dans son contenu. Je ne pense pas qu'on arrive à trouver 2 fois le même contenu de téléphone dans le monde. Et c'est ça qu'on peut imaginer pour les produits de mobilité, en fait. Alors, moi, j'ai une question quand même, Michael. C'est vrai qu'à l'époque, on raillait les pays peut-être qui étaient plutôt bloc Est avec des Trabants qui n'étaient pas très sexy et qui étaient assez simples. Est-ce que c'est ce qu'on veut finalement comme base, hein, je parle, de l'objet qu'on a présenté justement, et comment on l'homologue, ce véhicule qui peut finalement être bon pour tout le monde, mais où c'est vraiment une base qu'on construit finalement bloc par bloc? C'est exactement pour cet exemple de Trabant que je me suis permis de présenter l'EQUUS, pour bien expliquer que cette désirabilité est évidemment importante. La Trabant est hyper hipster aujourd'hui. C'est pas... je voudrais que tu me redises ta question exactement, que la manière dont je voulais la prendre. Alors, en gros, alors, je ne l'ai pas marqué, donc c'est Oui, venu pardon. comme ça. Non, je disais que finalement, on l'homologue comment ce véhicule qui est de base fait Oui. pour tout le monde, mais finalement, on l'augmente bloc par bloc. Oui, alors ça, c'est une question ultra précise. Désolé. Plus c'est simple, plus c'est facile à homologuer, plus c'est léger, plus c'est facile à homologuer. C'est plus facile d'homologuer une Trabant aujourd'hui en la repassant grâce aux outils numériques, la puissance numérique d'optimisation des chocs et des choses comme ça, de faire exactement le même type de voiture et qui sera beaucoup plus facile à homologuer qu'un SUV Porsche qui pèse 2 fois son poids, parce que tout le monde n'est pas ingénieur, mais il y en a quelques-uns. Toutes les crashs, les tenues de route, les émissions sont directement liées à la masse du véhicule. Et c'est très important de dire que les véhicules n'ont pas pris de masse à cause des homologations, c'est l'inverse. Elles sont de plus en plus dures à homologuer à cause de leur masse de marketing. Puisque, comme on disait Andras avant, on n'a rien retiré aux voitures, on en rajoute. Donc l'idée n'est pas de faire un truc non sexy, c'est de faire un truc transparent. Donc pour revenir au fricard, et si on doit faire un module, ce rectangle noir du smartphone est totalement transparent. Non seulement parce qu'on a tous le même, et ça, mais il a sa valeur d'usage, son design d'usage et de fonction est unique, quoi. Il n'y a qu'une seule fonction, il n'y a qu'une seule truc, qu'une seule couleur, qu'une seule une forme la plus basique possible. C'est transparent, on la voit pas, on le voit pas, on l'a tout le temps dans la main, on le voit pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de voiture? Un truc qu'on verrait pas, mais qui serait complètement appropriable, quels que soient les usages, quels que seront les futurs usages. Ne pas essayer de dédier quelque chose à... qu'est-ce qui serait le meilleur point commun? Donc il y avait la coccinelle, il y avait la Ford T, il y avait la Trabant, qui sont des très bons exemples, qui étaient très bien dessinés à l'époque, et il n'y avait pas
cette idée qu'on était si volatile sur les usages tels qu'on est de nos jours. Mais Le produit anonyme, standardisé, il existe un petit peu. SNCF en fait. Donc le transport anonyme où je ne suis pas dans une marque, ça existe. Et même en voiture, je peux m'imaginer, why not, il y a toute une segmentation qui existe. Les potes, les toasters sur 4 roues qui n'ont pas d'identité, mais qui servent juste à me transporter. Et après, il y a le côté marque, identité, c'est quand même le transport individuel, comme on l'appelle, qui donne envie d'avoir quelque chose. Après, on peut avoir le côté standardisation, individualisation à l'intérieur de ça, sans parler maintenant, sans développer des choses que je n'ai pas le droit de dire, mais comme on parle avec tous les constructeurs, un autre constructeur que celui dont on a parlé tout à l'heure, très sportif aussi, il a accepté des discussions très ouvertes sur et si on vendait la voiture d'abord avec un seul siège. C'est très mauvais pour notre business d'abord, mais c'est nous qui l'avons proposé, parce qu'on vend des sièges entre autres. Et après, je décide, à la place du deuxième siège, il y a tout ce qui est les fixations sont là, mais peut-être je fixe un autre module, un module qui peut être un siège ou autre chose. Donc je commence d'une autre façon à définir, à dessiner la ligne entre ce qui est standardisé et ce qui est personnalisé, que seulement Guillaume, seulement Michael, etc., à sa version. Et je pense aujourd'hui, la voiture, elle est toujours vue comme un seul bloc. Et comme je disais lors de la présentation, aujourd'hui, si lors de l'achat de la voiture, je ne peux pas me permettre une option XY, le siège chauffant, si 3 ans après, j'ai l'argent, je pourrais me l'offrir, je ne peux plus le faire sans vendre la voiture, en acheter une autre. Pourquoi on ne crée pas cette modularité à travers de la vie qui redéfinit la ligne entre standardisation et même ultra-personnalisation? Il n'y a rien de mauvais dans l'ultra-personnalisation. Ça va être les ingénieurs qui vont le... Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un petit mea culpa à faire dans nos professions, que ce soit designer ou ingénieur, où on a tous été formés à dessiner, à concevoir le super objet, le truc bien fini, le truc qu'on veut montrer. Et là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'industrie du digital, du software, c'est aussi de donner la capacité à presque n'importe qui de créer son application, de créer sa fonctionnalité. Et on n'a pas appris ça, nous, notre génération, moi j'étais à l'école il y a 25 ans, on n'a pas appris à laisser les gens dessiner. Et en fait, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne, c'est-à-dire de se forcer de ne pas faire le produit fini. Et que le produit fini, c'est l'usager, c'est la personne, ou les usagers, ou l'utilisateur, qu'il soit institutionnel ou personne, qui va le faire. Et ça, c'est un truc qui est dur. On m'a appris à cacher son design jusqu'à la fin. Cela dit, ça marche avec l'open source, en fait, non? Exactement. Tout ce que nous présente Google ou Apple, ou de faire des produits non finis dans leurs usages, c'est maintenant des exemples qu'on doit reprendre. Et je voudrais rebondir sur cette idée que tu as plus ou moins essayé et qu'a reprise Andreas avec cette histoire de toaster sur roue ou de trajet d'un point A à un point B qui serait bêtement... c'est pas du tout le sujet et du projet, de ce qu'on peut penser aujourd'hui ou de ce qui est présenté dans les... laisser de la place aux utilisateurs, aux personnes dans la rue, de pas. Moi, je vis à force de penser cette voiture, je vis comme une agression personnelle presque. Toutes ces voitures qui sont dans la rue, qui sont, on se plaint de certaines statues qu'il faut déboulonner ou des choses comme ça. Là, toutes les rues sont recouvertes de bagnoles qui disent rien, qui hurlent des signes qui n'ont aucun sens, alors que n'importe quel tag, c'est un mec a voulu représenter soit son pote qui est mort, soit sa signature, soit un message. Là, c'est que des signes qui n'ont aucun sens. Les phares qui font comme ça, avec du chrome et de la couleur, ça n'a aucun sens, puisque la fonction, c'est une ampoule ronde qui marche sur n'importe quelle voiture ancienne, comme on peut voir en bas, la très belle 504 de Retrofit. Il ne faut pas opposer la transparence pour laisser la frime apparaître ou pour la rajouter et comment on l'homologue, ça se réfléchit suivant les différentes fonctions, si c'est des services, si c'est des pièces qui doivent être homologuées par le fournisseur d'applications et non pas par le constructeur de la plateforme. Mais tout ça, c'est des choses qui sont très facilement gérables, ou soit pour réussir à le faire, soit pour l'interdire.
Et c'est pas un problème. Mais il ne faut pas opposer l'idée de rendre transparent, de laisser apparaître les usages, les envies de frime ou pas. On a bien vu que la frime, c'était un sujet que je domine ou j'utilise. C'est des vraies valeurs. Et la désirabilité, c'est dans l'appropriation aussi, de sentir qu'on a le droit d'être vu et de s'approprier le truc. Et pas de devoir s'habiller avec un polo Mercedes pour pouvoir rentrer dans une Mercedes, d'avoir la bonne couleur, parce que la voiture est tellement parfaite que j'ai l'air débraillé quand je m'assois au volant d'une Audi. C'est trop bien pour moi. Et d'ailleurs, les pubs le font. On parle. Cette voiture est trop bien pour vous. Payez-la quand même. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que la voiture, elle devrait durer 40 ans et pouvoir la changer régulièrement. Et ça me fait penser en fait au train. Donc, est-ce que l'avenir de la voiture, c'est le train? Enfin, en tout cas dans le modèle, pas forcément un train, mais et il y a des choses qui se recoupent. Nous, on s'inspire aussi de la voiture, puisque c'est un transport collectif qu'on nous demande d'être de plus en plus aussi individuel, quelque part, de répondre à des besoins individuels. Et individuel, ça peut être une région, une ligne, enfin voilà, donc de différencier. Donc cette désirabilité, elle peut être totalement différente avec un même train. Mais c'est vrai qu'il y a des choses j'ai l'impression que il y a des choses qui se recoupent en fait dans. C'est le grand sujet de blurring the boundaries. Les frontières entre ces catégories extrêmement opposées, ces frontières deviennent minimum floues, sinon oui, disparaissent. Il y a beaucoup à partager finalement d'expérience et de métier, en fait, même de philosophie. C'est Toyota qui en parlait très bien il y a quelques années et qui continue à le faire. Ces frontières floues et d'avoir des images de marque, parce qu'on parle beaucoup chez les designers automobiles et chez le branding, d'avoir des signatures de marque, des signatures lumineuses, d'avoir des et toutes les Toyota avaient des designs différents, des calandres différentes, et le PDG disait non, nous on est la voiture mondiale avec cette idée d'être transparent, et la Toyota Camry était la voiture la plus vendue aux quatre coins du monde et aux États-Unis, et parce que c'était une voiture qui n'était pas une Trabant dans le sens qu'on voudrait sous-entendre cet après-midi, qu'elle serait banale. C'était sûrement pas, même pour les gens à l'époque, ça devait même pas être banal, ça devait être quelque chose d'utile. Enfin, j'en sais rien, je ne veux pas m'avancer trop sur l'histoire des pays de l'Est, mais Toyota, le PDG de Toyota l'expliquait très bien. Et il continue à le faire, je regarde souvent, il n'y a pas de continuité. Ils proposent un produit et ils le vendent. Et les Japonais sont très sereins avec cette idée de c'est des produits. Et donc ils ont une approche UX du produit très décomplexé en disant c'est pour ça qu'on voit des vieilles dames avec des smartphones ou des gadgets incroyables qu'on n'oserait pas utiliser ici parce qu'ils mettent pas d'affect particulier parce que c'est du produit. Ils ont d'autres valeurs à mettre ailleurs. Quand c'est du produit, et ça plaît, ça marche. Du moment que ça fait le job. Et la Toyota Camry faisait le job à son époque et c'était la voiture la plus vendue aux quatre coins du monde, comme la Coccinelle, comme la Trabant sur un certain marché, ou la Ford T aux États-Unis. Et voilà. Donc, il ne faut pas opposer le côté flou, ou moi j'ai dit transparent, et on parle de la même chose, avec cette idée que ça serait un toaster que personne n'aurait envie, mais que les gens auraient besoin. Non, justement, il faut les gens puissent être vus et qu'ils puissent se sentir ou pas, hein, s'ils veulent ne pas l'être, et que ça soit libre, et que ça soit pas contraint, parce qu'aujourd'hui, on achète les problèmes des constructeurs automobiles. Ils nous disent, regardez comment on a réussi à mettre 5 places ou 9 places dans un endroit aussi réduit et à mettre un phare aussi grand sur un capot aussi petit. Et regardez comment on a réussi à faire le pli de tôle sur les Skoda. Personne ne sait emboutir de la tôle comme nous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est votre problème. Nous, on peut faire des voitures sexy, moins bien embouties, et c'était les Jaguars ou même les Rolls des années 60, n'étaient pas terribles en termes de trucs, mais il y avait on dit en anglais du flair, du
du cachet ou du chien, du truc. Et ça, on peut aller le chercher ailleurs. Pas dans le chef-d'œuvre industriel qui coûte une blinde au constructeur. Il faut savoir qu'en 2004-2005, quand on était chez Volkswagen, le PDG nous disait la Golf coûte 2 fois plus cher à fabriquer que la Toyota Corolla. Et parce qu'on veut ce bruit de porte, de claquement de porte, ce truc-là. Et c'était à l'époque du docteur Bernard où ils ont failli virer tout un tas de gens et fermer d'usines en disant si vous n'êtes pas capable de vous repenser le produit en apportant autre chose qui serait moins matériel, moins produit, bêtement produit, parce que plus on dessine un phare, plus un truc, plus on le regarde, et donc plus on est obligé de regarder le rétroviseur qui est à côté, plus on est obligé. Et tout ça, ça nous ramène bassement au ras des pâquerettes du produit, alors que une Trabant, c'était l'assurance de pouvoir peut-être, je ne sais pas, traverser une frontière la nuit. Faut pas que j'aille trop loin. Il va nous parler de train. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une approche vraiment où on revient un petit peu, on parlait de Toyota, c'était le toyotisme. En fait, c'est que chacun pourra avoir accès à ce qu'il veut. Alors là, on est dans le côté design. Hein. Évidemment, la mise en place, ça sera demain avec les impacts. Mais ça serait possible, ça, finalement. Les équipementiers pourraient peut-être travailler différemment avec des garagistes, peut-être moins avec des constructeurs, avec des... je sais pas, des fabricants de pièces spécialisées. Ça serait peut-être moins grande échelle finalement. Comment ça se mettrait en place, tout ça? Là aussi, on va casser les frontières. Déjà aujourd'hui, nous travaillons aujourd'hui de manière encore un petit peu officieuse, mais je peux quand même le dire aussi, avec justement tout ce qui est transport public, ce qui n'existait pas avant. Parce que là aussi, ça casse un petit peu le module. Je disais tout à l'heure, on peut, à travers d'une démarche écologique, devenir responsable pour nos produits jusqu'à la fin de la vie de ce produit. Donc si le produit est par exemple un siège, ce n'est plus la responsabilité de Volvo, de Nissan, de qui que ce soit, c'est la responsabilité de cette boîte-là qui l'a fabriqué. Donc la façon de le désassembler, de le recycler, le choix de matière initiale, la façon de le diviser en modules qui sont échangeables l'un par rapport à l'autre, ça devient un sujet. Et c'est le même sujet que vous avez, on fait maintenant la passerelle vers les trains, vers le transport public. Mais le Made in ici, en fait, c'est vraiment quelque chose qui pousse, qu'on nous demande, et qu'on ait la réactivité du local, et surtout de comprendre en fait le besoin localement, alors qu'avoir une grande usine quelque part où il faut un volume pour le faire, on est obligé de se projeter, de prédisposer, et puis au final pas forcément être au rendez-vous de l'exploitation locale, on va dire, et donc de ceux qui prennent le transport à ce moment-là, quoi. Donc non, mais le Made in ici, on y est dessus aussi clairement, hein, pour s'adapter à chaque région, à chaque ligne là-dessus. Si les sous-traitants, excuse-moi, je parle encore. Si les sous-traitants reprennent en main leur module, je suis convaincu qu'ils vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus intéressants. Comme on parlait de l'avion tout à l'heure ou du train, avec beaucoup plus d'idées que quand ils sont dirigés, contraints au niveau du planning et du design par des constructeurs qui ont une vision purement produit, alors que le module, même si c'est un produit, il peut être compris, comme on l'a vu dans ta présentation, Andreas, comme des considérations de modularité interne aux constructeurs pour pouvoir respecter Je souhaite que tu aies raison. J'ai des doutes parce que aussi des grands sous-traitants comme Faurecia et tous les autres, c'est des centaines de milliers des car guys donc qui vivent depuis longtemps de la même industrie avec les mêmes règles. Je pense qu'il faut casser les règles. Là où ça pourrait devenir vrai, c'est si tu remplaces le mot équipementier ou fournisseur par le mot consommateur, utilisateur. Si on leur donne beaucoup plus de pouvoir de décider comment je vais rouler, pourquoi est-ce que j'ai dépensé mon argent que j'ai en grand voyage ou en bonne cuisine ou pour le transport, pour être propriétaire de ce qui me transporte ou pas. C'est là où ça devient éventuellement vraiment intéressant et rupture.
autant que personnellement, je souhaite que tu aies raison, et personnellement, j'aimerais bien incorporer un petit peu cette logique. Je sais qu'il y a des grosses sociétés qui sont aujourd'hui grandes sur le marché. Il faut vraiment beaucoup de coups de pied pour que ça bouge. Ouais, c'est ça qui va être compliqué. Alors on voit Geoffroy, notre facilitateur graphique, qui a un petit peu finalement résumé tout ce qu'on a essayé de dire dans cette table ronde. C'est pas encore fini. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, passez par evals.fr, mais aussi on peut passer dans la salle. Ah, et peut-être une question. Allez, on va peut-être donner un micro éventuellement. Allez, tiens, Thomas était réactif. Merci. Une question, oui. Vous avez parlé de design, donc fonctionnalité intérieure du véhicule. Très bien. J'ai l'impression de retourner d'ailleurs quelques années en arrière avec une marque voiture à vivre. Enfin, vous voyez, ça existe. Mais quelque part, vous n'avez pas parlé énergie des véhicules. Donc, j'ai une double question au designer en disant, est-ce que... Parce que la rupture aujourd'hui, elle est là. Quelle sera l'énergie de nos véhicules pour répondre aux enjeux environnementaux, climatiques, et notamment le véhicule électrique? Est-ce que c'est pris en compte dans le design? Et pour Fricart Project, est-ce qu'effectivement l'électricité n'est pas l'occasion de redessiner totalement la voiture? Je rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, Michelin avait fait l'Active Wheel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette innovation. C'était 4 roues avec un moteur, qui avait gagné le Challenge Bimandom à Shanghai, qui marchait à l'hydrogène, donc on n'a rien inventé aujourd'hui. Mais là, on révolutionnait, parce qu'il n'y avait plus du tout de moteur, plus rien du tout. On pouvait refaire un véhicule totalement différent. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion, ce changement énergétique, justement, de repenser totalement la voiture? Voilà. Je suis très, très gêné de devoir répondre à cette question. Bon. Parce que, justement... Alors, Thomas va répondre. Oui, peut-être. Non, parce que justement, c'était mon premier slide. La technique, la technologie et le design sont des outils capitaux qui doivent être mis au service de la vision pour changer vers l'écologie, vers de la durabilité, vers de la satisfaction client, vers de la simplicité, vers tout un tas de choses plus modernes ou nécessaires qu'on a perdu. Ce ne sont que des outils. Et cette façon de le prendre comme d'un point de départ capital est partagée par tout le monde, la presse, les ingénieurs, les financiers, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs de trucs, ils disent bon, nous on veut investir dans l'hydrogène. Nous, on vient d'acheter une boîte qui fait des moteurs électriques, on voudrait que vous nous dessiniez une voiture électrique. Tout le monde part sur la technique, mais c'est des tournevis, c'est des solutions. Le Fricart ne repose sur aucune technologie particulière. Si la masse du véhicule suivant que... Le Fricart, depuis 10 ans, il a été développé sur des bases de 205, de 206, de Mia électrique, d'autres véhicules, de Dacia Duster. On parlait de Dacia tout à l'heure. Si on arrive à avoir une masse cohérente, le design sera dessiné non pas parce qu'il y a de la place ou il n'y a pas de place, on s'en fout. Enfin, le business model s'en fout. Le business model est proactif par rapport à sa transparence et sa capacité à devenir un écran noir ou un écran blanc de Google. Et c'est en ça que le design est une résultante. Et bien sûr, il faut que ça soit fait par des bons designers comme Thomas et Christophe, mais pour que ça soit bien balancé, que ça n'ait pas l'impression d'être un jouet ou que les proportions ne soient pas bonnes. Ça, c'est un vrai métier. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Mais ça vient en dernier. Ça vient en dernier parce que si on fait une voiture durable qui pèse 500 kg de moins que le modèle équivalent aujourd'hui, parce qu'on a enlevé tout un tas de bêtises, tout ça, on est déjà 10 fois plus écologique que ce qu'on est aujourd'hui, quelle que soit la technologie. On peut ne pas être d'accord. Il y a 20 ans d'études dessus. On peut regarder combien coûte le kilo de matière automobile et qu'on peut gagner en focusant sur le business model plutôt que sur le produit, sur l'usage plutôt que sur le produit. Et quand on voit tout ce qu'on gagne déjà énormément de choses. Si on le fait électrique, c'est très bien. Ça sera... Les premières voitures étaient électriques. On avait cette discussion tout à l'heure.
on a arrêté de faire de l'électrique à partir du moment où les voitures se sont embourgeoisées avec la masse, et que cette masse réclamait plus de masse de batterie, et que c'était un cercle totalement non vertueux. Que Tesla a réussi à faire oublier en faisant des voitures de 2 tonnes 3 en réussissant à clamer que c'était de la modernité. Mais l'électricité en soi n'est pas un point de départ, l'hydrogène non plus, il y a tout un tas de défauts compliqués, mais ça peut très bien s'adapter au cas par cas. Une fois que la vision et que le concept a été fait, il se dessine tout seul quelque part, avec l'aide de designers qui connaissent les choses et qui seront jamais des intelligences artificielles tout aussi fortes. L'intelligence artificielle aujourd'hui est très forte pour dessiner. Il y a eu cette semaine sur Facebook des gens qui ont fait un hoax en disant voici la nouvelle Audi, qui était très, très bien. Et en fait, c'était juste un truc dessiné par intelligence artificielle pour faire discuter justement sur les forums de design. Faire du produit, tout ce qu'on développe en ce moment, et dire on fait un produit électrique, donc on peut bouger le firewall, par exemple, le tablier. Pourquoi pas, mais quel est le sens ? Il n'y a pas de sens économique ou d'usage ou particulier. On va avoir une forme différente, donc on aura peut-être un positionnement différent sur le parking ou dans les concessions ou dans les journaux automobiles par rapport à la concurrence qui aurait toujours un vieux firewall reculé de 20 cm. Mais quelque part dans le fond, c'est pas ça qu'on cherche à faire pour la planète, ou c'est pas ça que les jeunes ont besoin, ou vraiment oublier cette vision produit permet de redessiner autre chose qui aura du sens, et peut-être ça sera l'électricité le plus évident, et certainement, c'est là où vous avez raison, dans le sens où la voiture sera plus légère, et là, l'électricité redeviendra intéressante. Ouais, c'est pas facile de passer après ton intervention, mais moi, ce que j'apprécie dans la vision de Michael, c'est le côté extrêmement radical, mais qui est justement, et aussi comment dirais-je, l'esprit critique par rapport à une pensée générale. Donc ça permet de se repositionner, et c'est super appréciable, et ça permet de se questionner continuellement. Pour revenir à la question originale de l'énergie, il faut quand même avouer que les nouvelles énergies amènent des opportunités, et des opportunités même pour le projet dont tu parles. C'est vrai que ça paraît presque plus facile à mettre en place avec de l'électrique qu'avec du thermique. Donc ça, c'est quand même bien. Et on voit beaucoup de projets qui ressemblent un petit peu, en tout cas esthétiquement, à ce que tu proposes. Et du coup, il y a une acceptabilité et une désirabilité qui se génèrent autour de ces projets qui est plutôt positive. Donc, bien sûr, et aussi, ça mène des opportunités pour les designers pour s'exprimer différemment. Voilà. Alors après, on peut le faire de façon plus ou moins superficielle, comme Michael le disait, mais aussi, ça peut remettre en cause les choses. Et nous, ce qu'on apprécie aussi dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a des nouvelles opportunités, des gens qui créent des nouveaux objets, des nouveaux produits, voilà, qui se questionnent. Avant, quand on est arrivé dans l'industrie automobile il y a 20 ans, ça bougeait pas. Ça n'avait pas bougé depuis une éternité, et on voyait pas, c'était plutôt la concentration des constructeurs. Il y avait de moins en moins de constructeurs à faire tout le temps la même chose. Et là, tout d'un coup, l'électrique, entre autres, a permis à des nouveaux acteurs d'arriver, des nouvelles opportunités. Et ça, nous, en tant que designers, c'est une chance, quoi. Et ce qu'on a envie, nous, en tant que designers, c'est que ça réussisse, et que le design véhicule des valeurs. Si les gens sont en attente de plus de responsabilité écologique, que ça se voit sur l'objet, et que ça les attire par rapport à ça. Donc moi, je pense que quand même, ces nouvelles énergies sont quand même une super chance pour les designers pour accompagner les changements. Et puis, ce qui est bien, c'est que si les gens se sentent valorisés par la responsabilité environnementale, ça va quand même dans le bon sens sociétal. Le design, à l'origine, a une responsabilité sociale d'amélioration de l'environnement ou des gens. Alors, pour être tout à fait disruptif, on compte sur Epic & Poc maintenant. Quand est-ce qu'on aura la voiture volante, ou en tout cas autre chose qu'on n'appellerait peut-être pas voiture? Je sais pas, est-ce que... Ça, c'est la question difficile. La voiture volante. Non, mais est-ce qu'on pourrait penser peut-être l'objet et plus forcément parler de voiture? Je pense que c'est ce que Michael essaie de dire, il ne faut pas penser l'objet. Il faut penser l'usage, le déplacement, le besoin.
Et après, l'objet, il doit s'adapter. C'est le point de départ. Enfin, ça a été travailler sur les opportunités de la voiture électrique en tant que designer. C'était bien il y a 20 ans, je trouvais, mais c'était parce que c'était nouveau. On arrivait à faire, on pouvait casser des choses, je trouvais. Aujourd'hui, c'est là. Donc, faut aller plus loin. Faut prendre. C'est un given. Je sais pas comment on dit. C'est un élément de base en fait qui, on sait, voilà, oui, plancher plat, oui, etc. Mais ça fait partie. C'est plus. Ça doit pas être le point de départ de la réflexion sur la mobilité. Ça peut être le point de départ sur la réflexion sur un objet produit. Et je pense qu'il y a des logiques industrielles qui font qu'on est obligé de continuer à réfléchir comme ça pour produire des nouveaux objets. Maintenant, si on veut travailler sur la mobilité, sur la façon de se déplacer, et que si on part directement sur l'objet, je pense qu'on a loupé un truc. Et que peut-être la voiture volante un jour, si ça a du sens, mais ça n'a du sens que si on a des mobilités verticales. Oui. Voilà. Mais c'est pas le point de départ, la voiture Il faut volante. que tout soit adapté. Pour ouvrir le débat et arrêter pour être un peu plus drôle, la voiture volante, elle existe déjà. Hein. Elle est utilisée depuis des années. C'est un avion. 6 places de 5 mètres de long. On sait exactement combien ça coûte. C'est un hélicoptère. Il faut 10 mètres d'envergure de pale. Et je ne sais pas combien ça fait de chevaux. Nos amis vont nous le dire. Mais ça fait un bon paquet de chevaux. Et ça coûte, je crois, 2 millions. Ou enfin, ça coûte un certain prix. Et c'est une évidence parce que quand on va faire ses courses au marché, on revient avec son panier sur le bras. On sent que c'est fatigant. On met des roues dans son caddie. On voit que c'est beaucoup plus simple. On monte au 5e étage sans ascenseur. Là, on voit ce que c'est que l'énergie de la pesanteur. Donc, si on se rajoute ça, le dire qu'on va le faire électrique, sachant que l'électrique, c'est les batteries, encore pour un bon moment. En plus, c'est complètement ridicule. On ne peut pas soulever un moteur d'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un moteur d'ascenseur, mais enfin, c'est gros comme la colonne qui est là. C'est des puissances colossales pour pouvoir soulever des masses de terre. Et de le faire d'une manière indépendante sans être accordé au truc. Donc c'est complètement... Sans compter le côté ridicule et absence de sens. Mais bon, c'est juste pour parler de la... Et pourquoi on parle de la voiture volante? C'est grâce à Jules Verne, c'est grâce à truc. Il y a des choses très simples qui font rêver les gens. Les villes sous-marines, la voiture volante, les robots, les montgolfières géantes. Et il y a plein d'investissements là-dedans parce que ça peut soulever des masses importantes. Et les lunettes qui déshabillent. Voilà. Donc maintenant, vous avez de l'argent à investir. Choisissez là-dedans dans quoi vous voulez investir. Non, mais c'est là où on revient sur le sens. En fait, les designers et les ingénieurs ont cette obligation, entre guillemets, maintenant, pour être durable, d'avoir cette pensée aussi. Comment est-ce que ça va être recyclé? Comment est-ce que ça va être utilisé? C'est ça, en fait. J'imagine. J'ai pas vu la passerelle entre le recyclage et la voiture volante. Non, c'était le fait de dire que les designers et les ingénieurs ont cette obligation et cette responsabilité aussi de penser l'ensemble, en fait, tout. Les designers sont les gens les plus importants du process. Et quand ils ne ont pas cette responsabilité, c'est des collabos et c'est honteux. Et il faut s'en débarrasser au plus vite et changer. D'où l'importance de travailler avec les écoles et d'essayer justement il y avait à cette époque où j'étais à l'Estaca, la directrice était fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez pu la connaître parce que vous avez l'air un petit peu jeune. C'était il y a 4-5 ans. Qui était vraiment sur comment redonner du pouvoir aux étudiants et et repenser l'éducation. Bon, on sort un peu du sujet de la mobilité, mais c'est une école sur la mobilité, très, très, très poussée. Et donc les écoles de design, et je suis extrêmement en colère contre les écoles de design et contre les designers qui se laissent aller dans le côté sexy du métier, parce que c'est un métier extrêmement frustrant, mais en même temps aussi très agréable de pouvoir créer ou visualiser des idées. Mais sans sens, c'est honteux. C'est honteux, surtout en 2022.
Quand ça change, ça changera quand il y a des contraintes qui changent. De nouveau, c'est comme avec les produits, je ne mettrai pas les designers, je dirais, c'est les personnes les plus importantes ou pas, bien sûr. Mais à la fin, c'est de nouveau l'usage qui en est fait par des vraies personnes avec des gens par terre, etc., qui peuvent être des designers. C'est les designers qui laissent les gens pouvoir le faire ou qui les emmènent dans une direction ou dans une autre, de désirabilité jaune ou bleue, de pouvoir faire ce que vous voulez ou de faire ce que Odile a dit. Dans le monde idéal, justement, pour faire des vraies innovations, ça n'a jamais été juste un designer ou juste un ingénieur ou juste un quoi que ce soit. C'est toujours cross-disciplinaire et je pense que c'est ça ce qu'il faut promouvoir. Et le designer, le bon designer, est comme tous les autres qui sont bons, capables de collaborer, notamment avec ceux qui ne sont pas du même métier. Et justement, pour revenir un petit peu à la question de l'énergie, évidemment, la bataille n'est pas décidée. Mais aujourd'hui, il y a quelques constructeurs qui disent, par exemple, la voiture électrique du futur devrait produire sa propre électricité. Donc, évidemment, il y a la partie hydrogène, mais avec des panneaux solaires. Ça donne des contraintes énormes pour que ça marche. Donc, ça demande une efficacité, notamment au niveau du poids, énorme. Là, c'est un vrai challenge pour le designer. Et c'est d'abord moche, parce que d'abord, il faut tout couvrir, ou normalement, je mets des vitres. Il faut tout couvrir avec des panneaux solaires. Waouh, super, c'est un super job. Mais ça marche bien, ça va, parce qu'on obtient 30 km par jour. Non, plus, on est déjà bien plus. Donc justement, on est facilement à 70 km déjà par jour, ce qui est souvent suffisant pour les commutes, les trajets quotidiens. Et donc là, ça commence à être vraiment un nouveau produit qui a toujours 4 roues, mais évidemment qui demande une pureté du design, des choix de matière, de choix de qu'est-ce que je mets dedans et surtout qu'est-ce que j'enlève. Ou c'est un vrai challenge pour l'équipe qui définit le produit, designer ou d'autres. Là, c'est beau, c'est génial. Je trouve qu'on est bien, c'est quasiment la conclusion parce qu'on a fait une belle table ronde, mais Robert, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il faut travailler ensemble, quoi. C'est ça en fait l'idée. Oui, ça c'est certain. Enfin, tous les projets que vous avez vus, je pense que c'est des projets collaboratifs. Et il n'y a pas que des techniciens ou que des designers. Il y a des responsables, des spécialistes facteurs humains, sociologues, etc., qui interviennent et qui influencent énormément les choses. Mais je voulais rebondir que tu posais la question du comment. Pour moi, la vraie question, elle est le pourquoi. Enfin, c'est ce qu'on tourne depuis le début autour de ça. Le comment, je ne vais pas dire qu'il est secondaire, mais il vient naturellement, quoi. Voilà. Superbe conclusion, c'est exactement ça. Pourquoi? Comment on sait le faire? On connaît les voitures électriques, on connaît les voitures hydrogène, on connaît tous ces trucs-là. Il faut trouver du sens. Pourquoi? Bravo. Merci, parfait. Merci messieurs pour cette table ronde.